Imaginez une chaumière médiévale quelque part dans le nord de la France, durant le long hiver de 1363. Dehors, des vents hurlants projettent la neige contre les murs en bois en vagues incessantes. Les congères s'accumulent contre la porte d'heure en heure, et la nuit est tombée tôt, comme toujours lorsque l'hiver s'empare des terres. À l'intérieur de cette humble demeure, une famille de paysans est blottie autour de son unique foyer, un modeste amas de braises incandescentes qui représente la frontière fragile entre la survie et la mort. Les enjeux sont d'une simplicité brutale. Si ce feu s'éteint pendant la nuit, il n'y aura peut-être aucun moyen de le rallumer. L'amorce est humide après des semaines de neige. Leurs mains gèleraient avant de pouvoir achever le processus laborieux de production d'étincelles. Et comme la neige bloque les chemins vers les chaumières voisines, ils ne peuvent pas emprunter de braise aux autres. Ce petit tas de bois incandescent n'est pas une simple question de commodité ou de confort. Pendant le petit âge glaciaire qui a saisi l'Europe d'environ 1300 à 1850, maintenir un feu durant les violentes tempêtes d'hiver était littéralement une question de vie ou de mort. Dans cette exploration, vous découvrirez les ingénieuses techniques médiévales pour conserver un feu pendant des jours, des semaines, voire des mois, sans les commodités modernes. Nous révélerons pourquoi allumer un feu à partir de rien était si difficile que les gens l'évitaient à presque tout prix, en examinant les outils chronophages et les méthodes peu fiables dont disposaient les Européens du Moyen Âge. Vous découvrirez les combustibles spécifiques que les gens du Moyen Âge choisissaient pour leurs propriétés de combustion lente. Des bois durs soigneusement sélectionnés aux matériaux alternatifs comme la tourbe et le charbon de bois qui pouvaient se consumer pendant de longues périodes. Nous verrons comment la technologie de conservation du feu a évolué, passant de simples astuces pour la nuit à des dispositifs sophistiqués dont les preuves archéologiques s'étendent sur des siècles. Les dimensions sociales et culturelles du feu émergeront à mesure que nous explorerons comment cet élément fondamental a façonné les liens communautaires, les relations économiques et même les réglementations légales qui régissaient les villes médiévales. En chemin, nous examinerons comment les gens ordinaires ont survécu aux conditions extrêmes du petit âge glaciaire, lorsque les températures ont chuté à des niveaux dévastateurs et que de puissants fleuves sont restés gelés pendant des mois. Enfin, vous verrez des parallèles modernes frappants avec la sagesse médiévale du feu, des leçons d'ingéniosité, de résilience communautaire et de gestion durable de l'énergie qui, par-delà les siècles, parlaient à notre propre époque. Pour comprendre pourquoi les gens du Moyen Âge ont développé des méthodes si élaborées pour conserver le feu, nous devons d'abord saisir l'extrême difficulté qu'il y avait à en allumer un à partir de rien. La principale méthode disponible depuis l'âge du fer jusqu'à l'invention de l'allumette à friction par John Walker en 1826 était le processus laborieux, consistant à frapper de l'acier contre du silex. Lorsqu'un board tranchant de silex ou de quartz heurte l'acier avec une force suffisante, l'impact arrache de minuscules éclats de métal qui s'enflamment dans l'air, créant des étincelles. Le processus nécessitait un équipement spécialisé conservé dans une boîte à briquet en métal. Un briquet d'acier, un morceau de silex et, surtout, une amorce appropriée capable de capter ces étincelles fugaces. L'amorce pouvait être de l'amadou, une matière cotonneuse et feutrée récoltée sur l'amadouvier, aplatie au marteau et saturée dans une solution de salpêtre. Cette substance remarquable possédait la propriété unique de capter les étincelles sans nécessité de carbonisation, ce qui explique pourquoi Ötzi, l'homme des glaces, transportait de l'amadou avec son silex et sa pyrite lorsqu'il est mort dans les Alpes vers 3350 avant Jésus-Christ. Les allumeurs de feu pouvaient également utiliser du tissu carbonisé,
une étoffe de fibres végétales qui avait été calcinée par pyrolyse pour abaisser sa température d'inflammation. Cependant, le tissu carbonisé était très rarement utilisé avant la fin du 18e siècle, car le tissu était une denrée si précieuse que le brûler délibérément était presque impensable pour tous, sauf les plus riches. Même avec un équipement et des matériaux appropriés, le processus même d'allumage du feu exigeait un temps et une habileté considérables. D'abord, il fallait frapper l'acier contre le silex à plusieurs reprises, en essayant de diriger les étincelles sur l'amorce soigneusement positionnée. Une fois qu'une étincelle prenait et commençait à rougeoyer, on transférait l'amorce fumante dans une touffe de fibres lâches, et on soufflait doucement pour l'attiser en flamme. Une personne habile pouvait y parvenir en 15 à 30 minutes dans des conditions idéales. Mais la réalité médiévale offrait rarement des conditions idéales. Pendant les blizzards d'hiver, lorsque le feu était le plus désespérément nécessaire, l'amorce humide refusait de prendre. Les doigts gelés laissaient échapper l'acier. Le vent éteignait les fragiles étincelles avant qu'elles ne puissent s'implanter. Le taux d'échec était terriblement élevé, et le succès n'était jamais garanti. Les sources contemporaines indiquent clairement que ce n'était pas un simple inconvénient mineur. C'était considéré comme une tâche laborieuse et chronophage que les gens évitaient autant que possible. Comme le reconnaissait franchement un guide domestique médiéval, les gens faisaient principalement du feu à partir de feux existants plutôt que d'en créer de nouveaux. Le temps représentait la survie dans une économie de subsistance où chaque heure de lumière du jour comptait pour les travaux essentiels. Passer une demi-heure ou plus à essayer de créer du feu, sans garantie de succès, était un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir. Ce qui semble à nos sensibilités modernes une nécessité de base était en fait une ressource précieuse nécessitant une vigilance constante pour être maintenue. Le calcul économique était simple. Une fois que vous aviez réussi à créer du feu, ces braises chaudes devenaient bien plus précieuses que le combustible qu'elles consommaient. Mieux valait ajouter du bois aux braises existantes que de les laisser mourir et faire face à la perspective incertaine d'un nouveau départ. Chaque personne au Moyen Âge apprenait dès l'enfance que laisser le feu s'éteindre représentait un échec potentiellement catastrophique, qui pouvait laisser un foyer froid et sans nourriture pendant des jours si les conditions se retournaient contre eux et à eux. Le défi de maintenir le feu s'est intensifié de façon spectaculaire pendant la période que les historiens appellent le Petit Âge glaciaire. Entre environ 1300 et 1850, des conditions de froid régionales ont saisi l'hémisphère nord, avec des températures annuelles moyennes diminuant de 0,6 degrés Celsius par rapport à la moyenne millénaire. Cette période de refroidissement a duré bien plus longtemps que beaucoup ne le pensent, s'étendant bien au-delà de la période médiévale jusqu'au début de l'ère moderne. Bien que cela puisse paraître modeste, les impacts se sont avérés dévastateurs. Les 16e et 17e siècles ont vu l'Europe du Nord s'enliser dans la phase la plus froide, avec des pics de température entre 1550 et 1700 chutant à des niveaux jamais enregistrés auparavant ou depuis. La fluctuation de Grindelwald, de 1560 à 1630, a marqué une période de refroidissement rapide associée à un temps spectaculairement erratique. Augmentation des tempêtes, chute de neige hors saison, sécheresse dévastatrice et chute de neige si abondantes qu'elles ont enseveli des villages entiers pendant des mois. Les chroniques de l'époque décrivent la neige restant au sol bien plus longtemps que de mémoire d'homme. Lisbonne, au Portugal, une ville du sud où la neige était rare, a connu 8 tempêtes de neige distinctes au cours d'un seul hiver du XVIIe siècle. Des événements hivernaux extrêmes spécifiques révèlent des conditions presque inimaginables pour les habitants modernes de bâtiments à température contrôlée. Durant l'hiver de 1363 à 1364,
Le Rhin a gelé sur toute sa surface pendant 70 jours consécutifs, transformant la plus grande voie navigable d'Europe centrale en une plaque de glace périlleuse qui a paralysé le commerce. Les régions belges ont connu 100 jours de couverture neigeuse continue ce même hiver. En Italie, en 1359, les chutes de neige ont atteint des hauteurs si extraordinaires que les villes ont organisé des équipes pour jeter la neige des toits dans les rues afin d'éviter l'effondrement des structures. Certaines villes sont devenues si complètement bloquées que les habitants se sont retrouvés piégés pendant plusieurs jours dans leur propre maison, entièrement coupés de leurs voisins et des marchés. L'hiver de 1604-24 a apporté un froid si terrible que les enterrements ont dû être suspendus dans de nombreuses paroisses parce que le sol était gelé trop dur pour creuser des tombes. Les fortes chutes de neige arrêtaient fréquemment les déplacements et les communications en Europe occidentale. En dehors de la Scandinavie, où les rivières et les lacs gelés facilitaient en fait les déplacements hivernaux en traîneau et à ski, les paysans médiévaux comptaient sur leurs bottes et des traîneaux tirés par des chevaux qui ne permettaient tout simplement pas de voyager à travers la campagne, par mauvais temps. Les hameaux isolés, en particulier dans les zones montagneuses comme la Lozère en France, ont payé un lourd tribut lors d'hivers terriblement neigeux, lorsqu'aucun secours ne pouvait leur parvenir pendant des semaines ou des mois. Comprendre ce contexte, un froid brutal, un isolement prolongé, des conditions humides qui rendaient l'allumage du feu presque impossible, explique clairement pourquoi les gens du Moyen Âge ont développé des techniques aussi sophistiquées pour la conservation du feu. Bientôt, nous explorerons exactement comment ils ont accompli cet exploit remarquable. La technique la plus fondamentale et universellement pratiquée pour maintenir le feu en vie s'appelait la mise en veille, et elle faisait partie du rituel nocturne dans les foyers de toutes les classes sociales à travers l'Europe médiévale. La mise en veille consistait à maintenir une chaleur couvante pendant la nuit en contrôlant soigneusement l'accès du feu à l'oxygène. À l'approche du soir, alors que le foyer se préparait à dormir, on laissait le feu de la journée passer de flammes vigoureuses à un lit de braises chaudes. Ces braises rougeoyantes représentaient le cœur du feu, des morceaux denses de bois dur retenant la chaleur, qui avaient brûlé assez longtemps pour devenir du carbone pur, capable de couvert pendant des heures s'ils étaient correctement conservés. Une fois les flammes complètement apaisées, la personne chargée du feu, souvent une femme ou un enfant plus âgé, car cette tâche leur incombait généralement, ratissait soigneusement la cendre qui s'était accumulée sur les bords du feu pour la déposer sur le lit de braise. Les cendres devaient être réparties uniformément, créant une épaisse couverture qui recouvrait complètement les braises incandescentes. Cette technique reposait sur des principes fondamentaux de la combustion que les gens du Moyen Âge comprenaient intuitivement grâce à des générations d'expérience. Le feu nécessite 3 éléments: la chaleur, le combustible et l'oxygène. Retirez l'un de ces éléments et la combustion cesse. La couverture de cendre réduisait considérablement la disponibilité de l'oxygène, transformant la combustion vigoureuse des braises exposées en une combustion lente et contrôlée. Les braises denses conservaient la chaleur pendant des périodes remarquablement longues, généralement de 8 à 12 heures, suffisantes pour préserver les braises pendant une nuit complète de sommeil. Pourtant, le processus exigeait un jugement sûr qui ne venait qu'avec l'expérience. Trop de cendres empilées trop épaississement, et le feu s'étouffait complètement, ne laissant que des charbons noirs et froids au matin. Trop peu de cendres ou une couverture inégale, et les braises avaient accès à suffisamment d'oxygène pour se consumer entièrement avant l'aube. Trouver le bon équilibre était une compétence transmise de parents à enfants, faisant partie du savoir domestique essentiel qui faisait la différence entre se réveiller au chaud ou dans une obscurité glaciale.
Au matin, le processus s'inversait. La couverture de cendres était soigneusement retirée, exposant les braises rougeoyantes conservées en dessous. Une poignée de petits bois était déposée sur ces braises, quelqu'un soufflait doucement pour augmenter le flux d'oxygène, et en quelques instants, le feu reprenait vie. La pratique universelle de la mise en veille du feu révèle des aspects importants du travail domestique et de l'organisation sociale au Moyen Âge. La responsabilité de l'entretien du feu incombait souvent aux femmes et aux enfants, car le travail des hommes était dirigé vers les activités extérieures. Labourer les champs, couper du bois, s'occuper du bétail. L'entretien du feu, la cuisine et la maintenance du foyer formaient la sphère domestique où les femmes exerçaient un savoir et une autorité considérables. Les jeunes filles apprenaient en aidant leur mère, d'abord en observant, puis en assumant progressivement des responsabilités jusqu'à ce qu'elles maîtrisent la technique elles-mêmes et puissent la transmettre à leurs propres filles. Cette division genrée du travail n'était pas absolue. Les circonstances exigeaient souvent de la flexibilité, mais elle représentait le modèle normal dans la majeure partie de l'Europe médiévale. Que se passait-il lorsque la mise en veille échouait? Les sources contemporaines révèlent que les gens du Moyen Âge avaient développé un filet de sécurité sociale spécifiquement pour cette situation. Si quelqu'un se réveillait pour trouver ses cendres froides et sa boîte à briquets endommagée ou vide, il n'avait pas immédiatement recours à la laborieuse méthode du silex et de l'acier. Au lieu de cela, il se rendait dans la cuisine d'un voisin pour quémander une pelletée de braises chaudes. Des pelles étroites spéciales, conçues spécifiquement pour déplacer les braises chaudes d'un endroit à un autre, étaient des outils ménagers essentiels, permettant le transport des braises empruntées. Cette pratique de l'emprunt de feu s'est poursuivie bien au-delà de la période médiévale. Au 19e siècle, les pionniers américains de la frontière auraient parcouru des kilomètres pour emprunter du feu à leurs voisins lorsque leurs propres cendres s'étaient refroidies. Cette coutume révèle la profonde interdépendance des communautés médiévales. Le feu était considéré comme une ressource partagée, et aider un voisin à rallumer son foyer n'était pas simplement de la charité, mais une obligation réciproque. Aujourd'hui, vous fournissez des braises. Demain, vous pourriez avoir besoin d'en demander. Pourtant, lors de blizzards prolongés, lorsque la neige bloquait les chemins et rendait tout déplacement impossible, ce filet de sécurité disparaissait. Isolés dans leur chaumière, avec des congères infranchissables amoncelées contre les portes, les familles médiévales faisaient face à la perspective terrifiante qu'une tentative de mise en veille ratée ne puisse être corrigée par l'emprunt. Alors que la mise en veille représentait la technique la plus répandue pour la conservation du feu pendant la nuit, l'ingéniosité médiévale ne s'est pas arrêtée à la simple couverture des braises avec de la cendre. À un certain moment, au cours du Moyen Âge, des artisans ont développé un dispositif spécialisé qui a considérablement amélioré la fiabilité de la conservation du feu. Le couvre-feu. Le nom dérive du français et l'objet lui-même incarnait une simplicité élégante au service d'une fonction essentielle. Les couvre-feux étaient fabriqués en céramique ou en fer, en forme de grand dôme, avec une poignée sur le dessus et un petit trou percé à travers le dôme. Les preuves archéologiques documentent ces dispositifs à travers l'Europe médiévale. Un couvre-feu en terre cuite du XIIIe siècle, excavé à Villeneuve-d'Ascq, en France, montre la forme de dôme et le trou de ventilation caractéristique. Un inventaire de Marseille, datant de 1410, répertorie des couvre-feux en fer parmi les possessions de Johann Ricot, démontrant que les deux matériaux, céramique et fer, étaient employés en fonction des traditions artisanales locales et de la richesse du propriétaire. Le couvre-feu fonctionnait sur un principe similaire à la mise en veille, mais avec un contrôle et une fiabilité accrue. Deux principaux styles de conception ont émergé.
Dans le premier, le couvre-feu recouvrait complètement les braises, placées directement sur les braises mises en veille sur le foyer. Le trou de ventilation percé dans le haut permettait à une petite quantité d'oxygène d'atteindre le feu, empêchant l'étouffement complet tout en maintenant la combustion lente nécessaire à la conservation. Dans la seconde conception, les braises étaient amoncelées derrière le couvre-feu, qui agissait comme un bouclier et un coupe-vent tout en permettant une circulation d'air contrôlée. Les spécimens archéologiques montrent une remarquable constance dans la taille des trous, suggérant que les artisans avaient déterminé empiriquement les dimensions optimales par essai et erreur au fil des générations. Les matériaux physiques de construction du couvre-feu contribuaient à leur efficacité d'une manière que la simple mise en veille, avec de la cendre, ne pouvait atteindre. Les couvre-feux en céramique absorbaient la chaleur du feu sous-jacent et la rayonnaient lentement dans la pièce tout au long de la nuit, ce qui en faisait non seulement des dispositifs de conservation, mais aussi des éléments de chauffage. La céramique, comme le fer, offrait un avantage de sécurité crucial qui rendait les couvre-feux particulièrement précieux en milieu urbain, où les maisons étaient entassées et où une seule étincelle égarée pouvait déclencher une catastrophe de quartier. En enfermant physiquement les braises, le couvre-feu empêchait les étincelles de s'échapper du foyer. Les feux non surveillés représentaient l'un des plus grands dangers dans les villes médiévales européennes, où la construction en bois, les toits de chaume et les sols recouverts de paille créaient des conditions propices à une propagation terrifiante des incendies. Cela nous amène au contexte social et juridique plus large dont le dispositif du couvre-feu tire son nom. Les réglementations du couvre-feu annoncées par une cloche qui régissaient les villes médiévales européennes. Dans de nombreuses cités, la loi médiévale exigeait que les feux soient couverts ou éteints à une heure fixe le soir, généralement annoncée par une cloche sonnant vers 8 heures du soir. Le signal était sans équivoque. Les résidents devaient couvrir leur feu de foyer, idéalement avec un couvre-feu approprié s'ils en possédaient un, ou, au minimum, les mettre en veille soigneusement avec de la cendre. La justification de la sécurité incendie est devenue urgente à mesure que les villes médiévales se densifiaient au cours du Haut Moyen Âge. La plupart des bâtiments étaient construits en torchis avec des toits de chaume. Les feux domestiques étaient généralement faits dans un trou au milieu du sol, la fumée s'échappant par une ouverture dans le toit au-dessus. Cet agencement, bien que fonctionnel pendant la journée, lorsque quelqu'un pouvait surveiller le feu en permanence, devenait extrêmement dangereux la nuit, lorsque la maisonnée dormait. Les bâtiments étant construits littéralement les uns contre les autres le long des rues médiévales, un seul incendie de maison pouvait détruire des quartiers entiers d'une ville en quelques heures. L'origine des réglementations du couvre-feu est communément attribuée à Guillaume le Conquérant, bien que les preuves historiques suggèrent qu'il a plus probablement appliqué plus strictement des réglementations existantes plutôt que d'inventer la pratique. L'interdiction absolue des lumières après le couvre-feu s'est avérée trop sévère pour la vie pratique, et Henri Ier a aboli cette exigence extrême en 1100, bien que l'attente que les feux soient couverts ou éteints en toute sécurité soit restée en vigueur dans de nombreuses juridictions. La cloche du couvre-feu est devenue un rythme déterminant de la vie urbaine médiévale, aussi familière que les cloches d'église marquant les heures de prière. Le mot lui-même est entré dans la langue anglaise et persiste jusqu'à ce jour, bien que maintenant dépouillé de sa signification originale de sécurité incendie. Les gens du Moyen Âge auraient compris « couvre-feu » immédiatement et littéralement. Couvrez votre feu. Ensuite, nous examinerons les combustibles spécifiques que les gens du Moyen Âge choisissaient pour leurs besoins de conservation du feu. La conservation du feu au Moyen Âge dépendait non seulement de la technique et des outils, mais également du choix du bon combustible. Différentes essences de bois brûlent avec des caractéristiques radicalement différentes
et des générations d'expérience ont appris aux gens du Moyen Âge exactement quel type produisait les braises durables essentielles à la mise en veille nocturne. Au sommet de la hiérarchie se trouvait le bois de frêne, que les sources décrivent comme étant de loin le meilleur type de bois à brûler dans une cheminée. Le frêne possédait une combinaison remarquable de propriétés qui le rendait idéal pour les besoins de chauffage médiévaux. Il brûlait le plus longtemps et le plus chaudement parmi les bois européens couramment disponibles, produisant des flammes stables et un excellent rendement thermique. Plus important encore pour la conservation du feu, le frêne fonctionnait même lorsqu'il n'était pas complètement sec, un avantage crucial pendant les hivers humides où du bois bien séché pouvait être indisponible. Le hêtre se classait comme un excellent deuxième choix, bien qu'il nécessitât un séchage approprié pour bien performer. Sa structure dense brûlait lentement et régulièrement, produisant une chaleur constante qui le rendait idéal pour les feux de nuit. Le hêtre créait des quantités remarquablement faibles de cendres en raison de son écorce fine et de sa faible teneur en sève, un avantage pratique car une accumulation excessive de cendres nécessitait un nettoyage plus fréquent du foyer. Le chêne présentait des compromis plus complexes. Ce bois offrait un rendement thermique impressionnant et des temps de combustion extraordinairement longs en raison de sa structure très dense. Une grosse bûche de chêne pouvait couver dans un feu bien couvert pendant une demi-journée ou plus. Pourtant, le chêne s'avérait difficile à utiliser comme seul combustible pour démarrer ou entretenir un feu. Il était difficile à allumer au départ, et les gardiens du feu médiévaux trouvaient avantageux de combiner le chêne avec des bois plus légers et à combustion plus rapide. De plus, le chêne nécessitait jusqu'à 2 années complètes pour sécher correctement. Le principe général était bien compris par l'expérience. Les bois durs, étant plus denses, brûlaient plus longtemps et produisaient moins de fumée que les bois tendres lorsqu'ils étaient correctement séchés. Pourtant, le bois était loin d'être le seul combustible que les gens du Moyen Âge utilisaient pour leur feu. La production de charbon de bois représentait une industrie médiévale majeure, et ce combustible transformé offrait des avantages distincts par rapport au bois brut dans des contextes spécifiques. Le charbon de bois était créé par pyrolyse lente. En chauffant du bois en l'absence d'oxygène, le carbonisant essentiellement à un rythme très lent et contrôlé pour que la combustion ne se termine jamais en cendres. La méthode traditionnelle consistait à disposer les bûches en un tas conique, à créer un conduit de feu central, puis à tout recouvrir d'une couche hermétique d'herbe, de mousse et de terre. L'art du charbonnier résidait dans le contrôle du tirage en perçant soigneusement de petits trous dans la couverture et en les refermant au besoin. Les petites meules nécessitaient environ 5 jours pour être achevées. Les fours typiques avaient besoin de 6 à 8 jours. Le résultat était un combustible qui pesait beaucoup moins que le bois d'origine, le rendant beaucoup plus facile à transporter et à stocker. Des avantages cruciaux dans les zones urbaines éloignées des forêts. Les propriétés de combustion du charbon de bois le rendaient particulièrement précieux pour des applications spécifiques. Il brûlait à des températures dépassant les 1200 degrés Celsius, bien plus chaudes que ce que le bois pouvait atteindre, le rendant essentiel pour les forges de maréchaux ferrants et le travail des métaux. Il produisait beaucoup moins de fumée que le bois, brûlant de manière presque propre et laissant un minimum de cendres, un avantage significatif pour une utilisation en intérieur dans des espaces confinés. Malgré une production spécialisée, le charbon de bois était considéré comme peu coûteux et facilement disponible tout au long de la période médiévale. Pourtant, les personnes qui le produisaient, les charbonniers qui vivaient dans les forêts à s'occuper de leurs fours pendant des semaines, occupaient une position sociale basse. La profession était considérée comme déshonorante et les charbonniers faisaient face à l'ostracisme social. En Irlande, en Écosse et dans certaines parties de l'Angleterre,
Une source de combustible complètement différente dominait: la tourbe. Des preuves documentent la combustion de la tourbe en Irlande dès le 7e siècle. Les monastères médiévaux, les domaines seigneuriaux et les chaumières de tenanciers de ces régions dépendaient de la tourbe extraite des tourbières et séchée pour le combustible. La tourbe offrait plusieurs avantages significatifs. Elle brûlait plus chaudement que le même poids de bois et brûlait considérablement plus longtemps, la rendant très efficace. Fait crucial, la tourbe brûlait bas et uniformément, avec beaucoup moins de danger d'éclats enflammés ou de bûches roulantes mettant le feu aux maisons. Une considération de sécurité essentielle pour les habitations en bois. Ces avantages s'accompagnaient d'inconvénients notables. La tourbe produisait une fumée très épaisse qui remplissait les pièces et noircissait les murs, et elle créait une cendre abondante. La qualité variait considérablement en fonction de la profondeur à laquelle elle était coupée. La tourbe noire et solide, formée à partir de bois au fond de la tourbière, étant considérée comme la plus préférable. Malgré son caractère fumigène, la tourbe n'était pas considérée comme une source de combustible inférieure dans les régions où elle était traditionnelle. En Irlande et en Écosse en particulier, maintenir le feu de tourbe allumé en permanence était considéré comme très important, culturellement significatif au-delà du simple chauffage pratique. L'approvisionnement et la gestion des sources de combustible révèlent d'importantes structures économiques et sociales de la vie médiévale. La gestion des forêts par le taillis. Couper le bois en rotation afin que la nouvelle croissance dans une zone puisse être récoltée toutes les quelques années, fournissait une approche durable qui approvisionnait à la fois en combustible et en matériaux de clôture. Pourtant, des preuves provenant de lieux comme Gand montrent une pression croissante sur les ressources au fil du temps. Les dépôts du 10e siècle montrent que les espèces les mieux adaptées comme le chêne et le bouleau étaient utilisées. Au 11e siècle, le frêne apparaît le plus fréquemment. Au 12e siècle, les gens exploitaient l'aulne, malgré sa réputation de fournir un combustible de très mauvaise qualité. Une preuve claire de l'épuisement des ressources forçant l'utilisation de ressources inférieures. Les droits légaux de collecte de combustible étaient précieux et soigneusement définis. Le cablish désignait le droit de ramasser les branches abattues par le vent pour le bois de chauffage. Les woodbotes signifiaient le droit de ramasser du bois de chauffage, et ce privilège était un aspect très apprécié des baux de propriété médiévaux. Ceux qui possédaient de tels droits jouissaient d'un avantage économique significatif sur ceux qui devaient acheter tout leur combustible. Les structures que les gens du Moyen Âge construisaient pour contenir le feu ont connu une évolution spectaculaire au fil des siècles. À l'époque saxonne et à l'ère viking, la conception standard était le foyer central ouvert, essentiellement un feu dans un trou dans le sol au centre d'une grande salle. Cet agencement ancien produisait un environnement de vie à la fois froid et désespérément enfumé. Les températures intérieures, même avec le feu allumé, oscillaient généralement autour de 15 à 17,5 degrés Celsius. Des chercheurs étudiant la grande salle de Ledre au Danemark ont découvert qu'il faudrait environ 3/4 de mètre cube de bois dur juste pour maintenir la salle chauffée à 6 ou 7 degrés Celsius pendant une seule journée froide d'hiver. L'expérience aurait été profondément désagréable. Une chaleur intense près du feu qui brûlait les visages et les mains, des courants d'air glacial à quelques mètres de là, une fumée suffocante remplissant les parties supérieures de la salle, et un danger constant. Tout a changé avec l'invention de la cheminée, probablement au cours du 11e siècle. Les premières cheminées ont été construites dans des châteaux, le plus ancien exemple connu datant du 12e siècle. Au milieu du 12e siècle, les nobles anglais et français équipaient leurs maisons en pierre de véritables âtres intégrant des cheminées.
La séquence évolutive a procédé par étapes logiques. D'abord, le foyer a été déplacé de sa position centrale pour être adossé à un mur. Une hotte en pierre a été construite au-dessus pour capter la fumée et la canaliser vers le haut. Finalement, la cheminée complète, entièrement intégrée dans la structure du mur, est devenue la norme, le plus ancien exemple anglais étant le donjon de Conisbrough dans le Yorkshire, construit vers 1185. Au début du 13e siècle, l'âtre avec cheminée intégrée au mur était devenu le meilleur moyen disponible pour chauffer une pièce. Une amélioration cruciale de l'efficacité est venue de l'utilisation de carreaux à l'arrière de l'âtre. Ceux-ci servaient un double objectif: protéger la pierre des dommages du feu et réfléchir la chaleur dans la pièce plutôt que de la laisser être absorbée par le mur de pierre froid. Cette innovation apparemment simple a considérablement amélioré l'efficacité du chauffage. L'impact social de la cheminée s'est étendu au-delà du simple confort. Pour la première fois, il est devenu pratique de chauffer des chambres privées plutôt que d'exiger que tout le monde partage la grande salle. Cela a permis l'intimité et le développement de quartiers d'habitation distincts pour différents membres et fonctions du foyer. La technologie a ainsi transformé non seulement la façon dont les gens du Moyen Âge se chauffaient, mais aussi la façon dont ils organisaient l'espace domestique et social. Dans le contexte de la conception des cheminées, le Cantu est apparu comme un raffinement qui maximisait la distribution de la chaleur. Le mot lui-même combine ingle, un ancien terme pour feu ou foyer, avec nook ou quen. La conception comprenait une zone de foyer partiellement fermée, avec des bancs placés de part et d'autre de la cheminée et de grandes niches flanquant l'âtre. Des bancs ou des banquettes intégrées permettaient aux occupants de se rassembler près du feu tout en étant protégés des courants d'air qui balayaient la pièce plus grande. Le Cantu servait à la fois des fonctions culinaires et sociales. L'alcôve est devenue le lieu de rassemblement naturel pour les personnes cherchant la chaleur, créant le microclimat le plus chaud de la maison. Le Cantu est devenu un symbole médiéval du foyer et de la maison, placé au cœur même de la demeure. Les arrangements de chauffage monastique révèlent une approche différente, façonnée par les valeurs religieuses de l'ascétisme. La salle de chauffage, appelée le chauffoir en latin, était une partie commune des monastères médiévaux. C'était l'une des 3 seules pièces où le feu était autorisé, les autres étant la cuisine et l'infirmerie. Le reste du monastère restait complètement non chauffé toute l'année. Le calendrier de chauffage était strictement réglementé par le calendrier liturgique. Le feu était allumé le jour de la Toussaint, le 1er novembre, et on le laissait brûler continuellement jusqu'au Vendredi saint, qui tombe entre le 20 mars et le 23 avril. Cela signifiait environ 5 mois de chauffage pendant la partie la plus froide de l'année. Le chauffage limité renforçait la discipline monastique et les valeurs ascétiques. Les conséquences des incendies urbains dévastateurs ont entraîné des réglementations de construction qui ont transformé l'architecture des villes médiévales. Le maire de Londres a imposé des exigences selon lesquelles les maisons devaient être construites en pierre plutôt qu'en bois, que les toits de chaume n'étaient plus autorisés, et que les murs mitoyens devaient respecter des normes de hauteur et d'épaisseur minimales. Après 1213, Londres a interdit les toits de chaume en faveur des bardeaux et des tuiles. Au cours du 15e siècle, les cheminées en bois ont été entièrement proscrites. Les cuisines et les lieux de cuisson étaient parfois construits comme des structures séparées, reconnaissant qu'ils constituaient des risques d'incendie courants qu'il valait mieux isoler des quartiers d'habitation. Pour le chauffage d'appoint et portable, les brasserots ont servi depuis l'Antiquité jusqu'à la période médiévale et au-delà. Il s'agissait de récipients, généralement des boîtes ou des coupes en métal avec des pieds, utilisés pour brûler du charbon de bois pour le chauffage et parfois la cuisine.
Ils étaient remplis de charbon de bois pour fournir une chaleur localisée sans le volume de fumée des foyers à bois ouvert. Les brasseros à charbon de bois étaient fortement préférés au bois pour une utilisation en intérieur en raison de la production considérablement réduite de fumée et de cendres, bien que le coût du charbon de bois en fasse un luxe. La longévité des brasseros est remarquable. Ils sont restés d'usage courant dans les salles à manger des collèges d'Oxford et de Cambridge jusqu'à l'ère moderne, l'un d'eux chauffant encore la salle de la Westminster School aussi tard qu'en 1850. Considérez le scénario que les gens du Moyen Âge redoutaient. Un blizzard qui ne dure pas un jour, mais une semaine, puis 2 semaines, puis plus longtemps. Les archives historiques documentent de tels événements avec une régularité glaçante pendant le petit âge glaciaire. Les températures pouvaient chuter à 0 degrés Fahrenheit ou moins, un froid glacial qui rendait même les maisons partiellement chauffées à peine tolérables. Les déplacements devenaient complètement impossibles. Les familles étaient totalement isolées, piégées avec les ressources qu'elles avaient de stocker avant le début de la tempête. Si le feu s'éteignait, l'hypothermie et les gelures devenaient des possibilités réelles. Dans ces circonstances désespérées, les gens du Moyen Âge ne pouvaient pas se contenter de mettre le feu en veille la nuit et de le rallumer le matin. Ils avaient besoin de stratégies pour maintenir le feu en vie continuellement pendant des semaines. Le système développé dans les camps militaires donne un aperçu de la manière dont l'entretien continu du feu fonctionnait dans des conditions difficiles. Les armées médiévales en campagne employaient des maîtres du feu désignés dont les responsabilités étaient entièrement centrées sur la gestion de cet élément crucial. Les tâches du maître du feu comprenaient le maintien du feu allumé tout au long de la nuit, l'assurance d'un approvisionnement adéquat en combustible, et le contrôle attentif du feu pour qu'il ne devienne ni trop grand, ni ne s'éteigne complètement. Tout au long de la nuit, la garde devait régulièrement ajouter du combustible, couvrir les braises de cendres pour les préserver pendant les périodes calmes, et rallumer le feu à l'aube en utilisant les braises conservées. Ce système de responsabilité désignée, d'entretien programmé et de gestion minutieuse des ressources se transposait au contexte domestique lors d'un isolement prolongé. Les foyers dits médiévaux confrontés à des blizzards d'une semaine se sont adaptés en mettant en œuvre leur propre version du système de veille de nuit. Plutôt que de laisser le feu se réduire à des braises couvantes la nuit, les membres de la famille prenaient des quarts pour s'assurer que quelqu'un était toujours éveillé pour s'occuper du feu toutes les quelques heures. L'ajout régulier de combustible maintenait une combustion stable plutôt que de risquer que le feu ne s'éteigne. Cela se faisait au détriment du sommeil et nécessitait de consommer plus de combustible que la mise en veille n'en aurait utilisé, mais lorsque l'alternative était de perdre complètement le feu, le compromis en valait la peine. Dans certaines cultures, l'adaptation aux conditions hivernales extrêmes est devenue encore plus spectaculaire. Un rapport publié dans le British Medical Journal en 1900 décrivait des paysans de la région de Pskov en Russie qui auraient dormi pendant la moitié de l'année durant les mois d'hiver les plus rudes, dans une pratique appelée l'otska. Leur routine consistait à se lever une fois par jour pour manger un morceau de pain dur, s'assurer à tour de rôle que le feu était toujours allumé, puis retourner dormir. Cependant, les chercheurs modernes notent qu'il n'y a aucune preuve solide pour vérifier ce récit au-delà de l'article de 1900, et il pourrait s'agir plus d'une légende que d'un fait historique. Qu'elle soit vraie ou embellie, l'histoire illustre les mesures désespérées que le froid extrême pouvait théoriquement exiger. La technologie des forges de maréchaux ferrants offre un autre modèle pertinent pour l'entretien continu du feu. Les forgerons médiévaux maintenaient leur feu allumé en permanence pendant les heures de travail, parfois pendant des jours d'affilée. Leur combustible de choix était le charbon de bois,
qui brûlaient aux températures élevées nécessaires au travail des métaux. La technologie clé était le système de soufflet. La plupart des forgerons médiévaux utilisaient des soufflets à double chambre. 2 chambres étanches à l'air monté côte à côte et actionnées par un seul levier. Le génie de cette conception était qu'une chambre pouvait aspirer de l'air frais pendant que sa partenaire expirait de l'air dans le feu, maintenant un souffle continu. Tout au long du Moyen Âge, les soufflets étaient considérés comme essentiels pour fournir la chaleur et le flux d'air nécessaires au processus de forge. Le stockage du combustible et sa gestion minutieuse constituaient la base essentielle pour survivre à un isolement hivernal prolongé. La préparation pré-hivernale consommait un travail énorme pendant les mois d'automne. La collecte de bois, la coupe et le traitement de la tourbe ou l'acquisition de charbon de bois devaient être achevés avant que la neige ne rende ce travail impossible. Les quantités nécessaires étaient stupéfiantes. Même les modestes chaumières paysannes nécessitaient plusieurs tonnes de combustible pour passer un hiver rigoureux, tandis que les grandes salles en consommaient beaucoup plus pour maintenir une chaleur même minimale. Les techniques de stockage comptaient beaucoup. Le bois était empilé avec l'écorce vers le haut pour que l'eau s'écoule, et gardé à l'abri si possible pour empêcher la neige et la glace de pénétrer dans la pile. Lorsque les réserves de combustible diminuaient, les foyers devaient rationner soigneusement. Les feux devenaient plus petits. L'attisement se faisait moins fréquent. Les pièces devenaient plus froides. L'inégalité sociale se manifestait crûment dans ces conditions. Les foyers riches, avec un combustible abondant, pouvaient maintenir une chaleur confortable tout l'hiver. Les pauvres chaumiers grelottaient pendant les mois sombres, conservant leurs maigres provisions. La conception des habitations contribuait de manière significative à la rétention de chaleur et donc à la réduction du combustible nécessaire pour maintenir la chaleur. Les preuves archéologiques indiquent que de nombreuses maisons paysannes du nord de l'Europe étaient partiellement souterraines ou construites sur des monticules de terre surélevés, profitant de la température constante de la terre d'environ 50 à 55 degrés Fahrenheit sous la surface. Des murs épais en torchis fournissaient une isolation supplémentaire. De nombreuses portes intérieures permettaient au foyer de sectionner les espaces contenant la chaleur dans les pièces occupées. De petites fenêtres minimisaient la perte de chaleur. Des plafonds bas créaient des volumes intérieurs plus petits qui nécessitaient moins de combustible pour être chauffés. L'intégration du bétail dans les habitations humaines fournissait une source de chaleur qui ne nécessitait aucun combustible autre que la nourriture des animaux. Les maisons longues comportaient une étable à une extrémité où le bétail était logé, avec les quartiers d'habitation humains à l'autre extrémité. La chaleur des corps des animaux réchauffait toute la structure. Les processus digestifs des animaux généraient une chaleur importante. Leurs estomacs dégageaient de la chaleur en digérant l'avoine et le foin, la chaleur corporelle de la digestion atteignant son pic quelques heures après l'alimentation. Par temps extrêmes, même les foyers sans conception de maison longue pouvaient faire entrer temporairement les animaux à l'intérieur de la chaumière. Le feu dans la vie médiévale n'était jamais une simple question technique de combustion et de chaleur. Il formait le centre littéral et symbolique de l'existence sociale, façonnant les relations, les hiérarchies, les structures économiques et les significations culturelles de manière profonde. Le foyer en tant qu'espace physique servait de lieu de rassemblement où la cuisine, les repas et la socialisation convergeaient. Les familles se réunissaient autour du feu pour les repas, la conversation et les tâches du soir qui remplissaient les heures après la fin du travail des champs. La narration d'histoire se faisait à la lueur du feu, la génération plus âgée transmettant l'histoire et le folklore aux enfants. La musique et le chant fournissaient un divertissement pendant les longues soirées sombres. Les travaux d'artisanat qui nécessitaient une bonne lumière,
filage, tissage, raccommodage, étaient positionnés près du feu à la fois pour l'éclairage et pour la chaleur. L'expression « le foyer » avait un sens littéral dans la conscience médiévale. Le foyer était la maison. Un ménage sans feu n'était pas pleinement une maison, mais simplement une structure. Les arrangements hiérarchiques des sièges autour des feux révélaient et renforçaient les structures sociales. Dans les camps militaires médiévaux, le maître du feu assignait les places en fonction de l'âge et du mérite. Les positions les plus honorées, les plus proches de la chaleur. Les positions moindres, plus éloignées. Les foyers fonctionnaient sur des principes similaires. Le chef de famille et les invités d'honneur recevaient les places les plus chaudes et les plus confortables. Le terme « homme du foyer » avait un poids social important, se référant aux serviteurs familiers qui avaient le privilège de s'asseoir au même feu que leur seigneur. Partager le foyer d'un seigneur indiquait des liens de loyauté et d'obligation qui allaient au-delà du simple emploi. Être accueilli au feu de quelqu'un, c'était être accueilli dans son cercle intime. Les divisions genrées du travail autour de l'entretien du feu reflétaient des schémas plus larges dans l'économie domestique médiévale. Les femmes portaient généralement la responsabilité de mettre les feux en veille, de les rallumer le matin, de gérer la cuisine et d'entretenir le foyer. Ce savoir se transmettait de mère en fille par l'observation et l'assomption progressive de responsabilités. Le travail des hommes était centré sur l'approvisionnement en combustible, coupe de bois, transport, empilage et stockage. Cette division n'était pas absolue. Les circonstances exigeaient de la flexibilité et les veuves ou les femmes non mariées accomplissaient nécessairement toute la gamme des travaux liés au feu. Le feu représentait une valeur économique significative au-delà de son utilité évidente. Un feu entretenu en continu incarnait du travail économisé. Les heures qui auraient autrement été passées à essayer de le rallumer avec du silex et de l'acier. L'accès aux terres boisées par la propriété ou les droits légaux offrait un avantage économique substantiel. Ces droits de collecte étaient des composantes précieuses des baux de propriété médiévaux, explicitement énumérés et jalousement gardés. Les contextes urbains et ruraux créaient des différences économiques marquées. Les résidents urbains devaient acheter tout leur combustible, souvent à un coût considérable, tandis que les ménages ruraux pouvaient avoir accès à des terres communales ou à des bois privés. Les clivages de classe se manifestaient clairement. Les familles riches stockaient un combustible abondant et ne faisaient jamais face à la pénurie, tandis que les pauvres chaumiers luttaient pendant l'hiver en rationnant de maigres provisions. Les dimensions religieuses et symboliques imprégnaient le feu de signification au-delà du pratique. Les chauffoirs des monastères représentaient une chaleur communautaire au sein d'un environnement autrement ascétique, l'allumage du feu du chauffoir le jour de la Toussaint marquant un point significatif dans le calendrier religieux. Le foyer symbolisait la continuité et la stabilité familiale. Le feu partagé indiquait des liens sociaux et de la loyauté. Inversement, un foyer éteint portait un poids symbolique de mauvais augure. Il pouvait indiquer la mort, le désastre ou l'abandon. Un foyer froid signifiait un ménage en échec. Le contrôle du feu se traduisait directement par le contrôle de la survie, en faisant un élément de pouvoir et d'autorité. Les seigneurs accordaient ou refusaient l'accès aux terres boisées, déterminant qui pouvait ramasser du combustible et qui devait l'acheter. Les lois sur le couvre-feu étaient appliquées par les autorités urbaines, avec des pénalités pour violation, renforçant le pouvoir gouvernemental de réglementer le comportement domestique au nom de la sécurité publique. Les réglementations urbaines sur les incendies incarnaient l'autorité gouvernementale. Des codes de construction imposant la construction en pierre plutôt qu'en bois, des toits en tuiles plutôt qu'en chaume, une épaisseur minimale pour les murs mitoyens.
La sonnerie de la cloche du couvre-feu imposait une discipline communautaire. Les accidents et les catastrophes liées au feu hantaient la conscience médiévale à juste titre. En contexte urbain, les conflagrations pouvaient détruire des quartiers entiers en quelques heures. Des bâtiments en bois, avec des toits de chaume construits les uns contre les autres, le long d'étroites rues médiévales, créaient des conditions où un seul incendie de maison se propageait rapidement. La technologie de prévention s'est développée progressivement. Les crooks à feu, de longues perches avec des crochets utilisés pour abattre le chaume en feu afin de créer des coupe-feux. Des chaînes de seaux étaient organisées pour lutter contre les incendies de manière communautaire. La séparation des cuisines des autres bâtiments reconnaissait ces structures comme particulièrement dangereuses. La lutte médiévale pour maintenir le feu en vie pendant des semaines de blizzard ouvre une fenêtre sur un monde qui fonctionnait selon des termes fondamentalement différents des nôtres. Ce que nous avons découvert à travers cette exploration n'est pas simplement une collection de techniques et d'outils, mais une révélation de l'ingéniosité, de l'adaptabilité et de la résilience qui ont défini comment les gens ordinaires ont survécu à des défis extraordinaires. Lorsque nous examinons comment les Européens du Moyen Âge mettaient leur feu en veille, avec des couvertures de cendres soigneusement mesurées, comment ils ont développé des dispositifs de couvre-feu spécialisés pour réguler la combustion nocturne, comment ils ont sélectionné des bois spécifiques pour leurs propriétés de combustion lente, et comment ils ont organisé des communautés entières autour de l'impératif de la conservation du feu, nous voyons la résolution de problèmes humains à son niveau le plus essentiel. Ce n'étaient pas des peuples primitifs se débrouillant avec des ressources inadéquates. C'étaient des survivants sophistiqués qui comprenaient intimement leur environnement et qui ont créé des systèmes sociaux qui répartissaient les responsabilités et permettaient l'entraide. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, le contraste entre la vie médiévale et contemporaine devient presque écrasant. Aujourd'hui, nous actionnons un interrupteur et la lumière inonde la pièce. Nous tournons un bouton et des flammes de gaz jaillissent. Nous craquons une allumette et en quelques secondes, nous avons une combustion. Le chauffage central maintient nos maisons à une température constante quelles que soient les conditions extérieures. Nous avons perdu toute connaissance pratique de la vraie valeur du feu. La plupart des gens dans les pays développés ne pourraient pas allumer un feu avec du silex et de l'acier si leur vie en dépendait. Cette perte de connaissance représente un progrès en termes de confort matériel, mais aussi une déconnexion des réalités élémentaires qui ont façonné l'existence humaine pendant des millénaires. La résilience climatique apparaît comme le parallèle moderne peut-être le plus évident. Le petit âge glaciaire a forcé les Européens du Moyen Âge à s'adapter à des conditions radicalement changeantes. Ils ne pouvaient pas empêcher le climat de se refroidir, ne pouvaient pas arrêter les blizzards ou prolonger la saison de croissance. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était s'adapter. Développer de meilleures technologies de chauffage, perfectionner la gestion du combustible, créer des systèmes communautaires pour le partage des ressources et intégrer la résilience dans leurs pratiques quotidiennes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème inverse. Un climat qui se réchauffe plutôt qu'il ne se refroidit, mais tout aussi perturbateur et dangereux. L'ingéniosité médiévale offre un modèle pour le type d'adaptabilité et d'inventivité dont nous pourrions avoir besoin à mesure que les conditions météorologiques deviennent plus extrêmes. Les systèmes de taillis qui fournissaient des récoltes de bois durables, le rationnement prudent du combustible en période de pénurie, les conceptions architecturales qui maximisaient le chauffage passif, tout cela démontre des pratiques durables développées par nécessité pratique. L'interdépendance communautaire se distingue comme une autre leçon puissante. La pratique médiévale de l'emprunt de feu révèle un système social construit sur l'obligation réciproque et l'entraide. Les gens comprenaient que la survie individuelle dépendait de la résilience de la communauté.
L'individualisme moderne suppose souvent que l'autosuffisance représente la plus haute vertu. Pourtant, la fragilité de nos systèmes complexes, des réseaux électriques qui tombent panne pendant les tempêtes, des chaînes d'approvisionnement perturbées par des événements inattendus, suggère que l'interdépendance médiévale pourrait être plus robuste que l'indépendance contemporaine. Lorsque la crise frappe, les communautés qui prospèrent sont celles qui ont de forts liens d'assistance mutuelle. La technologie et la technique méritent d'être considérées à travers un prisme médiéval. Le couvre-feu illustre la technologie appropriée. Simple dans sa construction, ne nécessitant aucun combustible au-delà du feu qu'il préservait, spectaculairement efficace dans sa fonction désignée, abordable à produire et durable pour des générations. La mise en veille des feux ne nécessitait aucun outil, seulement un savoir transmis et une attention particulière. Ces solutions à faible technologie et à fort impact atteignaient leurs objectifs sans créer de dépendance à des chaînes d'approvisionnement complexes. La société moderne a tendance à assimiler la sophistication technologique au progrès, en supposant que des solutions plus complexes sont intrinsèquement supérieures. Pourtant, il y a de la valeur dans la simplicité, dans les techniques qui fonctionnent de manière fiable sans nécessiter d'apports externes. La conscience énergétique imprégnait la vie médiévale d'une manière que nous avons oubliée. Chaque morceau de bois était précieux, soigneusement sélectionné, correctement stocké et rationné en fonction des réserves. Le gaspillage était impensable, car il n'y avait pas d'excédent. Cela contraste fortement avec la profusion énergétique moderne, où les combustibles fossiles bon marché ont permis des habitudes d'un gaspillage extraordinaire. L'éthique de conservation médiévale, née de la pénurie, certes, mais aussi du respect pour le travail requis pour se procurer le combustible, pourrait devoir être redécouverte alors que nous nous tournons vers des sources renouvelables qui exigent des relations différentes entre l'offre et la demande d'énergie. Certaines pratiques médiévales se sont poursuivies pendant des siècles au-delà du Moyen Âge, démontrant leur valeur durable. Les cloches du couvre-feu ont sonné dans les villes anglaises jusqu'à l'ère moderne. L'emprunt de feu était une pratique courante dans l'Amérique de la frontière tout au long du 19e siècle. Le taïri est encore pratiqué aujourd'hui par des exploitations forestières durables. Le savoir n'a pas été entièrement perdu, mais transformé et adapté. Le mouvement du bushcraft a redécouvert l'allumage du feu au silex et à l'acier. La foresterie durable s'inspire consciemment de la gestion médiévale des forêts. Les adeptes de la vie hors réseau appliquent les techniques de mise en veille aux poêles à bois. L'élément humain mérite une dernière mise en lumière. Les gens du Moyen Âge n'étaient pas différents de nous en termes de capacité ou d'intelligence. Ils ont fait face à des défis extrêmes avec une technologie limitée et ont répondu avec des solutions sophistiquées qui équilibraient la nécessité pratique, les ressources disponibles et l'organisation sociale, la réalité émotionnelle de leur expérience, la peur du froid, le soulagement de la chaleur ravivée, la joie de se rassembler autour du foyer, la terreur du feu mourant pendant un blizzard, restent compréhensibles à travers les siècles, car ce sont des expériences humaines universelles. Nous avons changé les technologies qui médiatisent notre relation avec la chaleur et le froid, mais nous n'avons pas changé le besoin humain fondamental d'abri, de chaleur, de lumière et de communauté. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la manière dont les gens du Moyen Âge maintenaient le feu en vie pendant des semaines de blizzard. J'espère que vous avez découvert à quel point nos ancêtres médiévaux possédaient d'ingéniosité et de résilience, et comment leurs solutions à des défis fondamentaux révèlent une compréhension sophistiquée de la nécessité pratique, de la technologie appropriée et de l'interdépendance communautaire. La prochaine fois que vous actionnerez un interrupteur ou ajusterez votre thermostat, prenez un moment pour apprécier les siècles de lutte et d'innovation humaine qui ont mené à une telle commodité,
et peut-être vous demander si nous avons gagné en confort au prix de la perte d'un savoir qui pourrait encore s'avérer précieux. Si vous avez apprécié cette exploration des techniques de survie médiévale, je serais ravi que vous laissiez un « j'aime » sur cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées par la façon dont les gens ordinaires ont résolu des problèmes extraordinaires. Abonnez-vous pour en savoir plus sur la vie quotidienne au Moyen Âge et les solutions ingénieuses que les gens du Moyen Âge ont développées pour des défis qui nécessitaient non seulement l'intelligence individuelle, mais des communautés entières travaillant ensemble. Laissez un commentaire. Quelle technique médiévale de conservation du feu vous a le plus surpris? Quelle leçon de la gestion médiévale du feu pourrait être pertinente pour les défis modernes du changement climatique, de la conservation de l'énergie ou de la résilience communautaire? D'ici la prochaine fois, restez au chaud, restez curieux et souvenez-vous, chaque fois que vous couvrez les braises du savoir, vous préservez quelque chose de précieux à transmettre.